Bonjour Mehdi, tu vas bien? Toi Mehdi, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que ici sur Twitch, ils regardent parfois beaucoup de jeux vidéo, tu, Ouais. tu es quoi? C'est quoi ton Alors, titre exact? enfin, moi, je suis journaliste à la RTBF, donc qui est la radio-télévision belge francophone publique. T'étais déjà venu une fois ici ou pas, non? J'ai fait la roue. Ah oui, c'est ça la roue à l'époque. Ouais, j'étais roue porteur au moment de la crise Covid. Bah là, je suis de retour avec une autre crise, quoi, même la guerre. Moins drôle que dans les jeux vidéo. Beaucoup moins drôle. Vous voyez beaucoup sur vos smartphones, sur les réseaux sociaux, et puis aussi à la télé. Des images qui peuvent être ultra anxiogènes, qui peuvent faire peur, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas ouvrir un espace de discussion, de dialogue avec vous, pour voilà, essayer de mieux comprendre ce qui se passe, comment nous on est impliqués ou pas, comment se prémunir de tout ça. Je pense que pour beaucoup de gens, effectivement, c'est un peu dur. Et donc là, on va essayer d'expliquer le b.a.-ba, les choses simples, et tenter, même si c'est difficile, de dédramatiser la situation peut-être. Est-ce que on est sur une potentielle troisième guerre mondiale ou est-ce que c'est Une guerre mondiale, c'est quoi? C'est quand les belligérants sont divisés en deux groupes, D'accord. avec au moins deux continents qui sont concernés par la guerre. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une guerre qui concerne deux pays directement. L'Ukraine qui se fait agresser par la Russie. Et donc, ça concerne ces deux pays-là, avec autour, au balcon, si je peux me permettre, les Occidentaux en résumé, qui n'acceptent pas ce qui se passe et qui viennent en aide aux Ukrainiens, mais pas directement, pas militairement. Donc, Mais pour l'instant, c'est un truc qui se passe entre les Russes et les Ukrainiens, avec nous qui essayons quand même d'aider les Ukrainiens. Et le fait de fournir, parce que moi j'ai été étonné, au début je voyais l'Europe qui disait on ne participera pas au conflit, Ouais. et puis je vois qu'il y a beaucoup de pays qui fournissent des armes, des équipements militaires, et pas juste des protections. Ce ne sera pas perçu comme une agression indirecte par la Russie, ça? Enfin c'est toléré, je ne sais pas du tout. À partir du moment où il n'y a pas de contingents qui sont mis sur place, on n'est pas officiellement en guerre. Donc D'accord. là, on peut envoyer tout le matériel qu'on veut. L'Union européenne a annoncé qu'ils allaient acheter des avions et envoyer des avions de C'est ça. combat, etc. C'est vraiment de l'assistance technique, c'est de la solidarité en fait. Voilà, D'accord. vous allez trouver que c'est un peu dur les mots, c'est une sorte de téléthon mondial sur comment aider au maximum les Ukrainiens parce qu'on voit qu'ils se battent Mais fortement sans et se qu'ils mettre sont en courageux porte-à-faux. et on leur envoie le maximum de choses. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une discussion où l'Europe ou l'OTAN va intervenir directement. La Belgique va envoyer des troupes en Roumanie, même chose pour la France et d'autres pays. Là, c'est pour protéger la frontière de l'OTAN. Il y a juste un pas qui je l'espère, ne sera pas franchi. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où les Russes attaquent un pays de l'OTAN? L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Si la Russie attaque un pays de l'OTAN, là, c'est la solidarité de tous les pays. Et là, tout le monde entre en guerre ensemble pour défendre le pays en question. Là, on n'est pas du tout dans ce cas, puisque l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Mais je pense qu'il va y avoir a priori des répercussions économiques à moyen ou à long terme. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ça va être économique, ça va être. Alors, tout dépend de la durée du conflit. Si ça se termine rapidement, c'est-à-dire s'il y a un accord, s'il y a un cessez-le-feu, ou bien si la Russie parvient à ses objectifs, c'est pas la même situation que si ça continue pendant très très longtemps. Et donc, tout dépend. Alors, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que vous le constatez vraiment quand vous faites le plein d'essence, c'est qu'aujourd'hui le prix de l'essence est assez haut et c'est pas prêt de baisser. Même chose pour le prix du gaz, parce que la Russie est un producteur de gaz extrêmement important au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est sur le côté énergétique. Donc ça, c'est quand même important et vraiment, on le sent depuis plusieurs mois et vous allez le sentir dans votre portefeuille. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a d'autres matières premières qui montent en flèche. Et il y a eu par exemple le blé ou le maïs, parce que l'Ukraine c'est un grand pays exportateur de blé. Et là, ça peut avoir des répercussions pas tout de suite, mais à moyen ou peut-être long terme sur le prix des denrées alimentaires, quoi. Ça veut dire que sur le pain, sur les biscuits, enfin sur tout ce qui utilise ce type de matières premières-là, il peut y avoir des répercussions. Et en gros, ce qu'on peut imaginer si ça continue, ça perdure longtemps, cette situation de crise, c'est qu'il y ait une montée des prix globale. Ce n'est pas encore le cas, vraiment, mais ça c'est vraiment ce qu'on peut imaginer de pire à terme. D'accord. Alors il y a aussi des répercussions économiques aussi en termes de voyage. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les cartes, etc. Mais l'Union européenne, le Royaume-Uni et puis aussi les États-Unis ont fermé leur espace aérien à la Russie pour sanctionner la Russie par rapport à l'invasion de l'Ukraine.
Ça veut dire que tous les avions qui sont russes, immatriculés en Russie, possédés par un Russe, etc., sont interdits de survol, de décollage et d'atterrissage depuis les aéroports de l'Union européenne. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des mesures de réciprocité, de rétorsion. Donc la Russie, elle dit, on me tape, eh ben moi je tape aussi de la même manière. Et donc aujourd'hui, les vols européens sont interdits de survol en Russie. Sauf que la Russie, c'est un super grand pays qui couvre une partie de l'Europe et puis une grande partie de l'Asie. Et donc là, ça entraîne des difficultés pour les compagnies aériennes européennes de pouvoir aller jusqu'en Chine ou pouvoir aller jusqu'au Japon. Et donc ça change les routes et ça rallonge la durée des vols avec le kérosène qui va avec. Et donc ça va augmenter aussi un peu le coût d'un vol pour aller à Tokyo ou en Chine. Et donc ça, faudra dans les semaines qui viennent peut-être on verra peut-être une augmentation du prix des tickets d'avion et sûrement déjà un rallongement des durées des vols. En gros, on mettait 11 heures pour aller à Tokyo, on va mettre 1h30, 2 heures de plus. Déjà, le Covid avait eu des répercussions sur les prix, alors là, ça va encore venir s'ajouter. Ouais. Alors, dans les questions qui reviennent beaucoup dans le chat, il y a Lynn, Tonton et Gigi Ariki qui parlent du fait que la Belgique serait une cible prioritaire pour la Russie en cas de conflit. Et on a notamment Lynn qui apparemment a sa femme qui travaille au siège de l'OTAN à la Commission européenne. Est-ce que c'est une vraie inquiétude qu'il y a à avoir en tant que centre peut-être de l'Europe symbolique? Alors, ouais. Je vais expliquer, effectivement, Bruxelles et la Belgique, c'est un pays un peu particulier parce qu'on a le privilège d'accueillir pas mal de sièges internationaux. On a la Commission européenne qui est là, une partie du Parlement européen, le Conseil européen et puis l'OTAN. Donc on a l'OTAN, le siège de l'OTAN qui se trouve à Arun, à Bruxelles, donc pas très loin de là où on se trouve ici. Et on a aussi le SHAPE avec donc une base américaine qui est pas loin de Mons, à Casto également. Et donc, effectivement, on est un lieu stratégique. Mais il n'y a pas de raison pour qu'on soit visé particulièrement ici. Effectivement, certains peuvent avoir des craintes, mais pendant toute la guerre froide, il y avait ces institutions qui étaient là, et notamment l'OTAN, et il ne s'est jamais rien passé de fâcheux. Penses-tu que Poutine osera utiliser l'arme atomique, ou c'est juste beaucoup de barouf? En fait, s'il voulait nous viser, effectivement, ce serait probablement par l'arme nucléaire. Dans la discussion et dans l'évolution de la guerre, il faut montrer les muscles, quoi. Il faut montrer les crocs, il faut dire qu'on en a. Et ce qu'a fait Poutine en menaçant d'activer l'arme nucléaire, c'est quoi? C'est juste activer un cran supplémentaire dans la mobilisation de ses forces, de ses troupes. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il va les utiliser. Ça veut dire qu'il les a et en retour, il sait très bien que l'OTAN les a aussi. Et donc là, on est plutôt sur de la dissuasion. Et c'est vraiment montrer les dents en sachant que s'il appuie sur le bouton, de l'autre côté, on appuiera sur le bouton. Donc il n'y a aucun intérêt pour lui à le faire vraiment, sauf s'il se sent acculé. Mais pour le moment, il ne se sent pas du tout acculé. L'Ukraine a signé une demande d'entrer dans l'OTAN d'ailleurs. C'est ça la question, symbolique, c'est ça le problème. C'est que l'Ukraine souhaite depuis pas mal de temps rentrer dans l'OTAN et rentrer dans l'Union européenne. Et c'est ce que veut éviter la Russie. La Russie, elle veut continuer à pouvoir avoir une mainmise un peu sur l'Ukraine, ou au moins avoir une influence sur l'Ukraine. Effectivement, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça les détache complètement de la sphère d'influence russe, et c'est ce que veut éviter la Russie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'OTAN a poussé à bout la Russie? Est-ce que l'OTAN ou les États-Unis, parce que ça a été des informations en tout cas que Poutine a voulu essayer de propager à un moment, c'était qu'on ne l'écoutait pas dans le débat. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'il y a vraiment eu une espèce de... Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine voulait rentrer dans l'OTAN, mais tout le monde dans l'OTAN ne voulait pas faire rentrer l'Ukraine. Et donc, beaucoup de pays ont essayé de temporiser. C'est le cas de la France ou d'autres pays. Il n'y avait rien qui permettait de dire que ça avançait l'adhésion. D'accord. C'est juste le fait que l'Ukraine souhaite et avance et tente de vouloir rentrer qui énervait pas mal Vladimir Poutine. Quel est le but aujourd'hui vraiment réel de la Russie en Ukraine? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Pourquoi cette envie de... Alors ça, il faut se plonger dans les discours de Vladimir Poutine depuis pas mal de temps. Poutine, c'est le président russe. Il a été ancien agent secret du KGB donc à l'époque de la guerre froide. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Vladimir Poutine, c'est un hyper patriote. Et c'est un grand nostalgique de la grandeur de l'Empire russe, de la grande Russie, de la grande URSS et avant la Russie des tsars. Et il s'est retrouvé, après la chute du mur, avec un pays qui s'est complètement effondré.
Et il garde en lui cette nostalgie-là de D'accord. grande Russie, parce que autrefois, l'Ukraine faisait partie de la Russie, faisait partie de l'URSS en fait. D'accord. Et lui, il n'accepte pas que, bah, en faisant partie de cette histoire-là, c'est vrai qu'il y a une histoire commune, hein, entre les Ukrainiens et la Russie. Il comprend, pour lui, c'est le même peuple, c'est le même pays, ça devrait être la même façon de diriger les choses. Et donc, lui n'accepte pas que les Ukrainiens souhaitent avoir leur propre destin, D'accord. fassent le choix de regarder plutôt vers l'ouest que vers l'est. On entend dans ses discours, il parle par exemple de nazification de Oui. l'Ukraine. Il se base sur quoi pour... Parce que c'est un jugement qui est quand même lourd, c'est un mot qui est lourd aujourd'hui. Alors, Euh, il se base sur le fait qu'il y a quand même en Russie et en Ukraine, il y a eu des mouvements un peu d'extrême droite et xénophobes et qui étaient un peu dans la mouvance au tout début, mais ça représente 1 à 2% de la population, pas plus. Et il utilise ça pour effectivement monter en épingle le fait que l'Ukraine est dirigée par des nazis et par des génocidaires, parce qu'il employait aussi le terme de génocide. D'accord. Ce sont des termes très forts qui sont liés à la Deuxième Guerre mondiale. Le truc, c'est que je ne sais pas si vous avez vu le président Zelensky, je ne sais pas si tu l'as vu, mais lui est censé être le chef de ces nazis génocidaires, génocide contre les russophones d'Ukraine, parce qu'il y a une part de russophones en Ukraine. Lui-même est russophone D'accord. et lui-même est d'origine juive. Et donc, ça fait tomber quand même sa démonstration par terre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu... C'est un peu exagéré pour se donner un prétexte et parler à son opinion publique, parce que c'est vraiment c'est fondé sur rien. Et alors, justement, on parle des russophones, avec notamment le Donbass, la Ouais, Crimée. ouais. C'est depuis 2014. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Et parce que ça a été un prétexte pour Poutine. La Crimée, le sort de la Crimée, il est réglé depuis quasi 2014, puisque la Crimée a été annexée par la Russie. Sur le Donbass, la situation n'était pas réglée, elle n'était pas claire, et depuis 8 ans, on est en guerre là-bas. Et on est en guerre avec des indépendantistes qui ont autoproclamé l'indépendance de deux régions du Donbass, deux zones du Donbass, pardon. Et donc effectivement, ça a été le prétexte. Ces régions, elles sont majoritairement russophones. Et donc l'idée, c'était effectivement de retourner dans la mère patrie russe. Et Vladimir Poutine a tout fait pour à la fois aider, organiser, armer ces indépendantistes, jusqu'à la semaine dernière où il a reconnu l'indépendance de ces régions vis-à-vis de l'Ukraine. On pensait que suite à ça, il allait lancer une offensive pour annexer de nouveau, comme il avait fait avec la Crimée, ces régions-là. Mais là, il va beaucoup plus loin. Il est parti dans un truc où c'est une guerre sur tout le territoire. Et l'idée, c'est de casser tous les dispositifs militaires ukrainiens, quoi. C'est de casser les jambes de la défense ukrainienne. Alors, il y a des gens qui disent Mehdi, merci pour ton stream, tu déchires. Ouais, c'est gentil. Les gens, c'est ma mère, non? Non, je rigole. Il y en a quelques-uns aussi qui disent j'étais sceptique parce que l'actualité peut être saoulante, mais là c'est vraiment sympa, merci beaucoup. Ah bah, welcome. Et si vous voulez le refaire sur d'autres thèmes ou aussi là-dessus, on va pas vous saouler tout le temps avec ça, mais là, voilà, on vous offre cet espace-là. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors il y en a une qui est intéressante, c'est est-ce que le président russe pourrait finir en prison après tout ça? Au niveau droit international, qu'est-ce qu'il risque exactement? Bah là, aujourd'hui, on a appris que la Cour pénale internationale avait lancé, le procureur de la Cour pénale internationale avait lancé une enquête pour voir un peu ce qui se passe, voir s'il n'y avait pas des exactions. Donc, à voir. Mais aujourd'hui, un chef d'État, il a quand même, Vladimir Poutine n'a pas l'air très inquiet de ça. Non, on dirait qu'il a une espèce d'immunité, surtout Ouais. sur son territoire. Ouais. Dans les prochains jours, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que Poutine attend concrètement? Bah, lui, il avance. Lui, il a envie de atteindre son objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est de se débarrasser du pouvoir à Kiev et donc de se débarrasser du président Zelensky. Comment est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'il y a des plans humanitaires reconnus? Je sais qu'il y a des cagnottes aujourd'hui qui permettent de soutenir financièrement. Alors méfiez-vous des cagnottes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des cagnottes pour mettre dans leur poche. Donc il faut vraiment... faut prendre des choses... Vraiment se méfier. Il y a des organisations humanitaires, les classiques, hein, qui éventuellement font des appels aux dons. Sur la question des réfugiés, vous pouvez avoir confiance au HCR, le commissaire aux réfugiés. Donc ils sont ultra compétents, ils ont du matos, des tentes, ils installent des camps en 3 jours. Enfin, ils sont vraiment super forts. On me dit que l'ambassade d'Ukraine fait un appel aux dons matériels, etc. Voilà, si vous passez par là, vous pouvez leur déposer des choses, ils sont preneurs. Mais au niveau de l'argent, faites vraiment attention et allez surtout chez des gens qui ont pignon sur rue.
qui ont l'habitude de ces choses-là et essayer de viser quelque chose, une cause particulière, pas forcément l'Ukraine globalement, mais par exemple, si vous êtes touché par les réfugiés, ben, visez une organisation qui touche plutôt les réfugiés. Si vous êtes touché par les gens qui sont blessés, ben, il y a Médecins sans frontières, Médecins du monde. Enfin, voilà, c'est à vous aussi de faire votre shopping, entre guillemets, dans toute la mobilisation qui peut y avoir, quoi. Et alors, il y avait une autre question, c'est est-ce qu'il serait possible d'envisager une intervention aérienne pour assurer la protection des civils? Intervention aérienne, peut-être si jamais il y a des négociations et des corridors humanitaires pour envoyer des rations alimentaires et ce type de choses. Mais si on envoie des avions américains ou belges bombarder ou faire ce type de choses, on rentre en guerre, quoi. Je vois une question. J'ai l'impression que tous les médias occidentaux ont choisi le camp de l'Ukraine. Pourquoi avons-nous peu ou très peu d'informations du point de vue de la Russie? C'est assez simple, hein. Jusqu'à la guerre, on était vraiment au milieu, dans la neutralité, en essayant d'essayer de voir ce qui se passait, pourquoi la crise, etc. Mais aujourd'hui, depuis jeudi, on raconte des faits, on raconte des choses qui se sont produites. On raconte qu'il y a un pays qui est là et qui envahit. Et donc les faits parlent d'eux-mêmes, avec un président qui est au milieu de sa ville et qui essaie de se défendre, etc. Donc on ne prend pas parti. Ce sont les faits qui font que on a l'impression que c'est déséquilibré et que c'est un peu David contre Goliath. C'est pas nous. Et alors pourquoi on n'a pas du tout très peu d'informations du point de vue de la Russie? C'est parce qu'il y a deux optiques complètement différentes. Une optique ukrainienne et une optique russe. L'optique ukrainienne, c'est quoi? C'est d'inonder d'informations. Des bonnes informations, mais parfois aussi des fausses informations. C'est la guerre de la communication. La Russie, ça n'a jamais été, d'un point de vue militaire et tout, un pays très transparent, hein. Du temps de l'URSS et encore aujourd'hui, c'est un pays qui est très, très bloqué, qui ne communique pas déjà dans le monde militaire. Même en Belgique, on parle de la grande muette. L'armée ne communique pas. Et donc, elle communique effectivement très peu et elle communique uniquement par son propre intérêt. La Russie, elle n'a pas du tout intérêt à montrer des images de ses forces, de ses troupes, de ce qu'elle gagne, etc. Quand elle gagne et quand elle parvient à des objectifs très symboliques, comme elle l'a fait avec Tchernobyl, elle le fait, elle le montre, et donc nous, on y a accès, on peut le montrer. Mais après, la Russie, elle communique effectivement très peu, aussi parce qu'elle ne veut pas dévoiler ses cartes et montrer, voilà, c'est un jeu de stratégie, hein. Il y a des morts, il y a du sang, il y a des gens qui souffrent, des gens qui perdent leur maison, etc. Mais c'est de la stratégie, quoi. Tu parlais du psychologique, c'est ça, l'information a trop de valeur, on ne peut pas juste la... Exactement. Et donc voilà, on essaie aussi de voir le point de vue russe, mais c'est vraiment pas évident. Et du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus, parce que je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui sont russes, d'origine russe, qui peuvent vivre en France, en Belgique, ou bien simplement des gens qui sont d'origine russe dans les écoles. Notamment, ma compagne est professeure, et il y a des jeunes qui sont des enfants russes. Il faut éviter absolument de faire l'amalgame, de croire que toutes les personnes russes sont responsables du drame qui est en train de se passer. Restons les pieds sur terre. N'oublions pas que c'est un conflit qui peine à tout le monde, aussi bien le peuple russe que le peuple ukrainien. Et il faut être plus solidaire que dans la haine de l'autre aujourd'hui. Ne tombez pas dans cette facilité de vouloir tomber dans la colère et dans la rage, même si je la comprends. Mettez-la dans la bonne direction. Aujourd'hui, Poutine a pris une décision. Il y a une poignée de gens, je pense, qui sont les décideurs, qui sont à tenir responsables pour ce qui se passe. Mais ne tombons pas dans la bêtise de vouloir inciter à la haine. Je te remercie beaucoup, Mehdi. Franchement, merci beaucoup. J'avais un peu le trac au début, mais je suis très content. Moi aussi, j'avais le trac. Première pour moi. Je pense que j'avais plus le trac que toi. Peut-être. Quand je suis arrivé, que j'ai vu ces néons, ces trucs, ces sièges, c'était trop la classe, les sièges. Non, Je me suis dit, waouh, où est-ce que je débarque? Je me sens pas chez moi, mais franchement, vous m'avez super bien accueilli et je me sens vraiment chez moi avec vous. Donc on va essayer de s'organiser ça pour que tu reviennes. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions. À très bientôt sur RTBF XP. Ciao tout le monde.